Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je vais donner quelques éléments de réponse pour laisser le micro au camarade de la Ligue pour les compléments. Est-ce que les ODDH envisagent des plaintes à l'interne ou à l'international? C'est la question de M. Pousset. Oui, bien entendu. Je crois que cette conférence de presse fait suite à la précédente que nous avons déjà eue, où nous avons situé par rapport à une certaine démarche qui est faite sur ce plan. Donc, les formules des droits de l'homme sont très claires. Quand il y a une violation des droits de l'homme, une fois qu'elles sont tenues informées, elles s'invitent sur le terrain et entretiennent les victimes ou les familles des victimes. Et maintenant, nous leur disons leurs droits, ce qu'ils peuvent faire dans le cas de situation. Est-ce que vous voyez? Et il appartient aux familles, si elles veulent porter plainte, nous les accompagnons. Surtout que, en interne, le cadre juridique ne permet pas d'entrer aux entités morales, c'est-à-dire aux ODDH de déposer des plaintes au nom des victimes. C'est une aberration. C'est contre la loi même de 1901. Mais comme nous sommes avec un régime qui ne fait qu'à sa tête, et les choses sont restées comme ça jusqu'à ce jour. Et donc, il va falloir que ce soit les victimes elles-mêmes qui acceptent de porter plainte et que nous les accompagnons. Pour l'instant, c'est ce qui est fait et c'est comme cela que nous accompagnons certaines victimes et familles de victimes. Je peux ajouter quelque chose. Parce que depuis les théories de mars 2005, les plaintes ont été données que bien a été présenté à un procureur, mais sur le plan local ou international. D'autant que, bien encore s'ajouter, finalement, d'après l'État, les autres DH sont souvent des secours qui vous font confiance naturellement. Oui, et je crois concernant le cas de 2005, la Ligue a produit un rapport et suivi d'un rapport du rapport des Nations Unies. Et suite à cela, il y a eu des plaintes qui ont été déposées par certaines organisations en interne, mais qui n'ont pas été instruites, oui, à ma connaissance. Et selon les informations, c'est que le juge qui a tenté d'instruire cette plainte aurait été affecté aussitôt la tentative. Donc, c'est une volonté politique. Bon, en attendant que le camarade me donne ces éléments. S'agissant de la première question de M. Justin Anani, qui veut savoir si l'enquête ouverte concernant le meurtre du colonel Madjouba aura des suites favorables, n'est-ce pas, si je résume la question. Ça va aboutir. Ma question est de savoir pourquoi vous n'exigez pas donc comme une enquête internationale impartiale. Oui, nous l'avons dit dans notre communiqué, dans notre déclaration, que nous avons pris note, puisque depuis le meurtre, au lendemain de la prestation du serment du chef de l'État, il n'y a pas eu un communiqué, du moins jusqu'à cette heure, il n'y a pas eu un communiqué officiel, ni du ministère de la Défense, ni du gouvernement. Alors que cet événement, cet incident a une portée très importante. Bon, qu'à cela ne tienne, il a été dit que le procureur, selon cette investigation, a reconnu qu'il a été retrouvé une balle dans le corps de la victime. Et donc, on peut dire que ça, c'est l'élément du crime.
la science a beaucoup évolué et aujourd'hui, par la balle, on peut identifier l'arme qui a été utilisée par les analyses balistiques. Ça, c'est vrai. Et on ne donne pas l'arme, même si c'est dans l'armée, les armes ne se trouvent pas dans un magasin où chacun va prendre comme il entend. Non, ce n'est pas comme ça. Chaque arme qui est dotée à un individu, l'arme est numérotée et le nom du détenteur est connu. Partant de là, on ne peut pas souffrir pour trouver l'auteur du crime. À partir du moment où le procureur a bien dit qu'il a été extrait une balle dans son corps. Et c'est très important dans notre déclaration, c'est l'appel que nous demandons et nous l'avons bien signifié aux dirigeants. Nous avons demandé au ministre de la Sécurité, au gouvernement et bien entendu, quand on parle du ministre de la Défense, c'est aussi le chef de l'État. Il faudrait qu'il mette les moyens nécessaires. Nous l'avons bien signifié, qu'il s'agisse des moyens matériels ou des outils de communication et autres, pour pouvoir, à partir des éléments retrouvés, identifier l'auteur du crime. Et ça, c'est très important. C'est bon? Donc, je vais laisser la parole à... Je crois que tu as répondu à presque toutes les préoccupations. Au rapport avec la CNDH. Le rapport avec la CNDH, tu sais, tu es togolais comme nous, et les relations avec la CNDH sont des relations sélectives. La CNDH choisit des organisations avec lesquelles elle souhaite collaborer. Et donc, nous n'allons pas aller au fond de ça, mais il faut comprendre que les relations sont des relations sélectives. Elle est une organisation nationale des droits de l'homme. Nous, on est des associations des relations des droits de l'homme au plan associatif. Et s'il y a des échanges à faire, on le fait. Mais on ne peut pas aller au-delà de cette relation qu'on a avec la CNDH pour t'expliquer pas autre chose que ça. Donc, il faut comprendre que c'est comme ça la relation est avec la CNDH. Dans plusieurs dossiers, Anani, tu es journaliste d'investigation aussi, et nous connaissons la position de la CNDH. Ces positions sont le plus souvent floues, ces réactions sont le plus souvent lentes, alors que les citoyens, lorsqu'ils sont dans des situations de désolation où leurs droits sont violés, il faut donner des réponses immédiates. Ce qui fait que lorsque vous observez, vous allez constater que les opérations des droits de l'homme sont plus en avance par rapport à la Commission nationale des droits de l'homme, et que les stratégies, les méthodes par lesquelles nous travaillons ne sont évidemment pas les mêmes avec celles de la CNDH. Et donc, comme on dit le plus souvent, ce sont des cas d'école. Au niveau de nos opérations, nous avons des cas d'école qui sont différents par rapport à ceux de la CNDH, évidemment. Donc, merci pour nous avoir compris sur ce dénouement. Je vais ajouter quelque chose à cela. C'est que la personnalité même de la présidente de la CNDH aujourd'hui, personnellement, moi, ça me pose problème. Je m'explique. Et elle était ministre, enfin, secrétaire d'État aux droits de l'homme, quand elle a fait signer un arrêté en catimini avec certaines organisations. Dans cet arrêté, quelle était vraiment la gravité de cet arrêté, c'est que cet arrêté contournait l'indépendance de la CNDH nouvelle qui n'avait que le gouvernement tardait à mettre sur pied. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, à l'Assemblée nationale, d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que la CNDH, selon la nouvelle version, les membres devraient être choisis par le Parlement. Et donc, à l'époque où il y avait la vraie opposition au Parlement, le gouvernement a tout fait pour éviter la mise sur pied de la CNDH et avait sorti avec un arrêté ministériel en catimini à l'insu des organisations des droits de l'homme. C'est un an après que nous, on a pris connaissance de cela et c'est par voie diplomatique que moi j'ai eu ce document. Et tenez-vous bien, puisque c'était l'intention de contrôler l'indépendance de la CNDH,
ça a été, c'était en réalité, cette arrêté, c'était en réalité une institution bis de la CNDH. Est-ce que vous voyez? Parce que dans les normes, le pouvoir n'allait pas prendre à lui seul les 9 membres qui composent la CNDH. L'opposition parlementaire à l'époque devrait avoir également des éléments. Et donc, le pouvoir se voyait un peu embêté par rapport à cela. Vous comprenez la stratégie? Le pouvoir, il a tardé jusqu'à dans cet arrêté ministériel a pris fonction. De facto, il faisait office de la CNDH. C'est maintenant, après l'élection monocolore de décembre, maintenant, que le gouvernement, en avril, l'élection est venue en décembre 2018, et c'est en avril 2019 que le gouvernement a accepté de mettre sur pied la CNDH et le MNP. Donc, vous comprenez avec moi que celle-là qui avait élaboré cet arrêté illégal, c'est la même qui a été nommée comme président de la CNDH. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a une violation même des tests par rapport à la probité morale vis-à-vis du choix de cette dernière à la commission. Et bon, avec beaucoup de choses, d'autres choses dont je vous fais économie, c'est pour vous dire qu'avec la CNDH, les rapports ne peuvent pas être bons, du moins vis-à-vis des organisations qui travaillent avec crédibilité, qui veulent vraiment que les choses évoluent dans le sens des droits de l'homme dans notre pays. Je vous remercie. Emmanuel complexe. S'agissant du couvre-feu, on reconnaît tous que la pandémie a été une surprise mondiale. Aucun gouvernement ne s'y attendait. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir que ça fait beaucoup de victimes, même dans les pays qui sont censés avoir des moyens pour riposter véritablement contre cette pandémie. Et donc, le couvre-feu n'est pas une innovation pour nous par rapport à cette pandémie. Il a été demandé aux États de prendre des mesures vraiment fermes pour contrer la pandémie. Là-dessus, le couvre-feu en lui-même ne pose pas problème à notre niveau. Mais c'est la façon dont le couvre-feu est appliqué qui pose problème. Le couvre-feu, d'abord le pouvoir, le gouvernement a reçu l'habilitation de pouvoir légiférer dans le domaine des lois, et il a reçu de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que par ordonnance, il peut maintenant prendre des décisions, des lois pour pouvoir contrer la pandémie. Est-ce que vous voyez? Dans la loi d'habilitation que j'ai eu la chance de parcourir, l'article 2, le dernier alinéa, demande que des sanctions soient attribuées aux personnalités qui seraient en conflit avec la loi dans le cadre du couvre-feu. C'est-à-dire aux personnes qui vont violer le couvre-feu. Ça, c'est bien dit là. Maintenant, le gouvernement sort simplement les militaires dans la rue pour contrer, pour affronter les populations civiles, sans pour autant donner les sanctions qu'il faut attribuer. Ça voudrait dire que si on peut accuser, on accuse les militaires, c'est que derrière les militaires, ils ont reçu des ordres qui n'ont pas été suivis des mesures de sanctions, de discipline. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, les ramener, c'est au niveau du gouvernement. Dans un premier temps. Le couvre-feu n'est pas un problème, mais il faut une loi organique pour l'application de ce couvre-feu. Il faut dire aux forces de l'ordre, quand vous arrêtez les personnes, voici, soit
vous les conduisez en ce lieu ou en cet endroit pour que ces personnes soient écoutées par la police judiciaire et nous sommes allés jusqu'à proposer. Nous sommes allés jusqu'à proposer qu'il y ait des amendes qu'on inflige à l'endroit des contrevenants. Ces amendes seraient aussi des moyens pour accompagner les médecins, pour accompagner le CEMOT par exemple, qui est un groupe de moyens pour affronter efficacement la pandémie. Voilà les ratés au niveau du gouvernement. Donc, bref, c'est ça. Donc, le confinement et le couvre-feu en eux-mêmes, bon, ce n'est pas, personnellement, je ne trouve pas de problème, mais c'est l'application qui pose problème. Ok, merci beaucoup. Il y a le président qui est là. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.